présentation de toutsurlehockey.com. From asset of the Finnish Elite League, Jesperi Kotkaniemi. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment la madame au repêchage là, qui a fait la face de stupéfaction a réagi quand l'offre hostile a sorti pour Kéké. Honnêtement, moi, quand j'ai vu l'offre hostile, je dois avoir réagi comme cette madame-là, mais comme de joie. C'était cette face-là, mais ajoute un peu de joie. C'était au début du party, le monde commençait à arriver. Moi, j'étais déjà bien chaud. Puis, je vois ça sur mon cell. J'ai pas de mots. Mais ce qui est le fun, c'est que enfin, il y avait de l'action. Ouais, enfin. Enfin. Moi, je te confirme que j'étais sur le bord de la piscine, puis ça faisait un petit bout que j'avais pogné mon sel. Je check l'actualité. La première affaire, puis genre le tweet datait de genre 40 secondes, je pense. Puis c'était marqué the Carolina Hurricanes dropped an offer sheet for Jesperi Kotkaniemi. J'étais non, là, au début, je pensais que c'était un fake. Moi aussi, après ça, je rafraîchis. Je vois la publication vraiment des Hurricanes, comme de quoi qui ont fait un offer sheet. Puis mon premier réflexe, ça a été de me dire bon, mais les Hurricanes trollent tellement sur les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est pas vrai. Là. Là, après ça, on a bien vu que c'était vrai. Fait que là, j'ai sauté sur mon ordi et j'ai écrit tout de suite. Mais non, c'était toute qu'une nouvelle. Là, dans 10 ans, on va se souvenir, t'étais où? Le moment que tu as appris que... Comme les gros événements dans l'histoire de la vie. Ouais, c'est ça. Ah ouais, exact. C'est genre, t'étais où au moment que les tours du World Trade Center ont tombé et t'étais où quand Kéké a reçu son offer sheet? Bien sûr, mais ça, on niaise. Comment tu peux pas Oui, on n'est pas ici pour comparer un attentat avec un offer sheet, toujours bien. Là. Mais bref, TSLH Podcast est de retour après quelques semaines de vacances. Désolé de cette longue intro pour parler de Kéké parce qu'on va en parler pendant le podcast. Hey, on a le droit de parler de Kéké à soir. On pourra pas dire qu'on tape sa tête du jeune. C'est le sujet de l'heure. C'est le sujet qui a fait parler depuis des jours. Fait qu'on va en parler, on a le droit. Puis on se fera pas canceller parce qu'on en parle. Fait qu'on va pouvoir y aller de nos ressentis, nos prédictions surtout, comment on voit ce move-là. Mais avant tout, ça fait quelques semaines qu'on en a parlé. Je sens les papilles gustatives de Max shaker parce que ça fait un bout qu'on n'en a pas parlé. Mais le podcast est commandité par Barbe Noire Viande Fumée. Barbe Noire, une compagnie délicieuse qui appartient aux frères à Pascal, on le salue d'ailleurs. Des produits de chez nous de qualité, des produits de viande fumée. On parle de bacon, des ailes, du saumon fumé, des côtes levées. Ils ont un restaurant aussi à Alma, je me trompe-tu, Pascal? Au centre-ville, oui. Centre-ville d'Alma. Ils ont un restaurant qui fournissent la bouffe là-bas. Pascal m'a envoyé une photo de sa poutine au jour de manger. Je t'arrête. Est-ce que tu as bien spécifié qu'au restaurant, ils fournissaient la bouffe? Faut que tu payes, mais c'est ça. Il y a un service. Il y a un service de bouffe sur place au restaurant quand même. Là. C'est ça. OK. Super. Je vais juste m'en assurer. Merci, Max. D'ailleurs, Max, je t'ai pas encore invité pour le barbecue. Je le sais, j'attends ça chaque jour.
Toutes les fois que j'ai un nouveau message, je pense que c'est ça, puis c'est jamais ça. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Non, jamais ça, en effet. Fait qu'on remercie bien gros Barbe Noire de commanditer le podcast. On vous rappelle que vous pouvez passer des commandes en ligne sur leur site web à barbenoire.com. Leur page Facebook aussi, allez liker. Pour les commandes en ligne, il y a des moments où la livraison se fait, peu importe, vous êtes à Québec, à Montréal, vous êtes au Saguenay, la livraison se fait, il n'y a pas de trouble. Fait que Barbe Noire, viande fumée, allez les encourager, les produits d'ici. On les aime bien, nos amis de Barbe Noire. Oh oui. Barbe Noire, Barbe Noire, oh, Barbe Noire. Pour le bacon, le saumon fumé, les côtes levées et tout ce qui va à côté, rien ne se compare à Barbe Noire. Tout est fait maison, avec cœur et passion. C'est pour ça que c'est bon, Barbe Noire. T'as pas besoin de le croire, juste à aller voir. barbenoire.com. Kéké qui a accepté une offre hostile, mais hostile en lettres majuscules. On va expliquer pourquoi, mais accepte une offre hostile de 1 an, 6.1 et 30, là, et quelques, là, et 20 en tout cas. Pour 15. les Hurricanes à Caroline. Et 15, ouais. Parce qu'il faut le mentionner, il y a un bonus de signature de 20$. Donc, tout est dans tout. L'offre en soi, c'est pas une blague, mais tout ce qui a entouré l'offre, c'était incroyable. J'ai tellement ri cette journée-là. Tu sais, on a vu les Hurricanes dans leur persona, leur personnage sur les réseaux sociaux, c'était hallucinant, là, juste le bonus de signature de 20$. La publication en français qu'ils ont faite, c'est ça. Leur bio qui ont changé. Le message du DG qui a utilisé exactement les mêmes mots que Marc Bergevin a pris quand il a fait l'offre à Sébastien Aho. Sérieusement, tout a des allures de farce, mais reste que l'offre est quand même réelle. Fait que je pose la question au sens large. Comment percevez-vous une telle offre? Une offre de 6,1 millions de dollars pour 1 an pour un joueur qui, à notre avis à tous, je pense, ne mérite clairement pas ce salaire-là. Maxime, t'as pas comme peur d'y aller, Max? Je peux y aller en premier au pire? Non, je peux y aller. Je pense qu'on sait tous que ce salaire-là est... Dans le fond, le salaire est autant une joke que tout ce qui entoure l'offre. Je comprends pas. La seule raison que je vois pourquoi les Hurricanes auraient fait cette offre-là, c'est en étant certain que Bergevin va s'aligner et que ça va juste faire chier Bergevin. Parce que je peux pas croire que les Hurricanes ont vraiment envie de se ramasser un Jesperi Kotkaniemi à 6,1 millions pour... Oui, c'est 1 an, mais en bout de ligne, ça va être pour plusieurs années en toute logique, là. Fait que je peux pas croire que les Hurricanes ont vraiment envie en ce moment que Bergevin leur laisse aller. Puis en plus de ramasser ce mauvais contrat-là, il faut que tu donnes ton first pick à un solide draft. Ça a comme pas de sens. Je comprends pas. Mais c'est une équipe premièrement qui adore les Finlandais, là, on va se le dire, qui probablement qui connaissent un peu la situation. Je sais bien, mais probablement que les autres ils voient son potentiel puis ils se disent bon, on pourrait peut-être le développer adéquatement comme il aurait dû être développé au départ. Puis ensuite, au niveau de la relève, ils sont une des meilleures équipes dans la Ligue nationale. Fait qu'ils peuvent se permettre de perdre un premier choix. Mais moi, j'ai un peu la même vision que vous autres. Là. Je comprends pas ce qui a passé par la tête. Probablement qu'il voulait juste faire chier Bergevin. Donc, il a dit, bon, on va offrir 6,1 et non pas 6,2 parce que je pense qu'à 6,2, tu passais au prochain bracket là, dans les compensations. Fait qu'on va offrir juste bien haut pour faire chier Bergevin. Ça ne coûte pas trop cher si jamais il accepte. Mais dans ma tête, comme tu as dit, je pensais... Probablement qu'ils ne pensent pas que Bergevin va les laisser aller. Il n'y a pas le choix de le garder. Si tu le laisses aller, c'est comme avouer que tu t'es encore trompé, que tu n'as pas été capable de développer un haut choix au repêchage, tu as mal drafté. C'est comme pour l'orgueil à Bergevin, ça fait vraiment mal. Tu sais,
Bergevin a fait son offre à Sébastien Aho, avec ce qu'il a dit au niveau des médias, que bon, c'est une équipe qui avait de la misère financièrement, puis tout, c'était vraiment insultant pour le propriétaire. Donc là, le propriétaire se venge via son DG là-dessus. Là, c'est pas juste le propriétaire qui est insulté par l'offre envers Kotkaniemi. Là, c'est toute l'équipe qui est chiée, toute la finance de l'équipe. Ça fait chier. C'est très bien ficelé comme offre, mais je sais pas si ça vaut la peine. Si tu ramasses avec Kotkaniemi à 6,1 millions, il est aussi dans la marque que Bergevin si c'est le signe. Là, c'est comme, en tout cas, c'est un gros coup de dé. Là. Moi, je pense qu'il va matcher l'offre parce qu'il n'y a pas le choix, mais ça me dérangerait pas qu'il parte. Là. Mais c'est toute une situation. Ma réaction, ça a vraiment été au départ. OK, c'est quoi le salaire? 6,1, 1 an. What? C'est une blague? Non. OK. Mais tu sais, honnêtement, je suis d'avis que un joueur comme Kotkaniemi ne mérite pas 6,1 millions. Là. Il n'a pas joué pour recevoir ce salaire-là. Puis je vois même pas dans les 2-3 prochaines années un upside possible pour qu'il vale ça dans 2 ans. T'sais. Fait que ça, c'est une opinion qui est propre à moi. Mais en même temps, moi, par exemple, je comprends un peu le move des Hurricanes. Puis je m'explique. J'ai fait quelques recherches aujourd'hui parce que je me rappelais qu'il y avait une offre hostile qui avait été acceptée à Edmonton, puis c'était pour Dustin Penner. Puis je suis allé voir le salaire qui avait été offert dans le temps. C'était un salaire sur, je pense que c'est 4 ans ou 5 ans, en tout cas. Puis le salaire, ça revenait à 4,1 millions par année. Puis dans le temps, là, Dustin Penner, c'était une jeune recrue là, qui venait de connaître une solide saison, mais qui se faisait payer pour la saison d'après 4,1 millions avec l'offre hostile des Oilers. Et Brian Burke a juste dit, vous voulez payer ce gars-là, ce prix-là, prenez-le. Puis c'est pas aligné sur l'offre. Puis on sait ce que ça a donné. Là. Penner à Edmonton, ça a été un peu... ça a été un bon joueur. Mais au début, il jouait pas en fonction de son salaire. 4,1 millions dans le temps, là, jadis, là, c'était un bon salaire. Puis tout. Puis après ça, quand j'ai vu ça, je me disais pas premièrement que Kotkaniemi, c'est un Dustin Penner. C'est pas le parallèle que je veux dresser par rapport à ça. Le lien que je veux amener, c'est que tu es un DG, tu veux faire une offre hostile. Tu fais pas une offre avec des chiffres qui seraient un salaire réaliste pour le joueur. Puis je m'explique. Je suis d'accord avec ça. C'est que Marc Bergevin, avec Sébastien Aho, là, ben c'est ça qu'il a fait. Son offre, là, c'était un salaire que Sébastien Aho aurait touché 2 ans après. Fait que là, tu regardes ça, tu fais, ben non, je vais m'aligner, là, je vais lui donner ce salaire-là dans 2 ans. Là. Fait que, go, je m'aligne, il n'y a pas de trouble. Mais là, c'est différent. Dundon puis Waddell, eux autres, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va surpayer ce gars-là pendant 1 an au risque d'y donner une prolongation de contrat moins chère. Puis ça va revenir un petit peu au même. Mais c'est ça le principe d'une offre hostile. C'est de faire une offre que tu t'attends à ce que l'autre égalise pas. Puis, tu sais, je comprends le move, là. Je comprends. Eux autres, ils le savent, là, présentement, là, que Kotkaniemi est overpay, là, à 6,1. Là. C'est sûr qu'ils le savent, là. Faut être un hostie de sans génie pour penser qu'il vaut ce prix-là, là. Même si t'es un DG de la Ligue nationale, là. Pour vrai, là, c'est irréaliste de penser qu'il vaut 6,1 millions. Mais c'est ça, une offre hostile. C'est carrément ça. C'est surpayer un joueur qui vaut exactement pas ça, dans le but, justement, d'avoir le joueur par après à un petit peu moins cher. Mais j'ai pas contredit ça. Moi, ce que je dis, c'est que je peux pas concevoir, même... Je sais que c'est surpayé puis que les Hurricanes le savent que c'est surpayé. Moi, ce que je dis, c'est que, justement, ils font ça pas dans l'optique que Kotkaniemi se joigne à eux, mais dans l'optique de faire chier Bergevin avec un gars overpay. Je pense pas que les Hurricanes... honnêtement, je peux pas croire en ce moment que les Hurricanes veulent ramasser Kéké. Je pense vraiment qu'ils l'ont overpay en sachant que Bergevin n'a pas le choix de s'aligner sur l'offre pour plusieurs raisons. Tu regardes, 1, la ligne de centre du Canadien en ce moment. 2, parce que ce serait un constat d'échec, puis il y a bien des GM qui ont de la misère avec ça, faire un constat d'échec, puis je peux comprendre, l'orgueil entre en jeu, c'est bien correct. Mais les Hurricanes ont vu la situation, puis se sont dit, impossible que Bergevin laisse aller ce gars-là à cet âge-là, avec la situation de la ligne de centre, avec le fait que c'est un 3e pick overall. Puis... Mais je pense pas que tu peux te permettre de faire une offre
à un joueur que tu veux pas nécessairement. T'sais. Je pense pas non plus. Je pense sincèrement que oui, ils l'ont fait. Je pense qu'il y a une partie qui veulent faire chier Bergevin, dans le sens que, tu sais, les Hurricanes, eux autres, ils s'en foutent. Là. Mettons là, que Bergevin, il s'aligne. Les Hurricanes sont pas dans la marde. Ils sont pas dans la marde là, si Kotkaniemi vient pas. Là. Mais ils vont en fait chier Bergevin. Puis, dans le fond, eux autres sont dans une position qui sont gagnants, peu importe ce que Bergevin va décider. Parce que je pense pas que l'organisation s'est dit à 100%, là, on va faire une offre hostile à Kotkaniemi pour faire chier Bergevin. Non, clairement, il y a un certain intérêt aussi. Là, c'est ça. Mais... Puis, tu sais, moi, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'il y a une transaction qui a été négociée pour Kotkaniemi. Puis, Bergevin demandait beaucoup trop. Fait qu'ils se sont dit, parfait, on va te faire une offre hostile. Puis, là, Bergevin, il est fourré. Là, parce que si, mettons, là, il a demandé la lune pour Kotkaniemi auprès des Hurricanes, ben, peut-être que ce qu'il demandait, c'était plus qu'un choix de première ronde puis de troisième ronde. Ben, là, il est fourré. Là. Il est fourré ben raide. Ouais, ça y brise complètement son asset. Son asset, il est brisé. T'sais, oui, un choix de première ronde puis un troisième choix, si, en fin de compte, Kotkaniemi, il bosse d'ici 3 ans, ça va valoir la peine. Là. Mais tu sais, la valeur de Kotkaniemi en ce moment, si mettons, il accote l'offre, il vaut plus rien, là. Il vaut absolument plus rien. Si vous voulez s'en débarrasser pour un défenseur ou un joueur de centre d'expérience, il vaut plus rien, Kotkaniemi, là. Déterminé. Tu sais, à 6,1 millions en une année, il va falloir que tu le qualifies plus haut ou bien que tu le signes en janvier que Kotkaniemi ne voudra pas, là. Il ne voudra pas signer à 4 millions 5 ans ou 4 millions 4 ans, là, en janvier. Il va dire non, je vais signer à 6,quelque à la fin de l'année. Bref. Ben, il vaut plus rien sur le marché. Fait que tu viens de scraper un asset solide. C'est à première vue, c'était ça ma façon de penser. C'était comme, en ce moment, Bergevin a vraiment l'air d'un cave. Parce que c'est la gestion de son asset est complètement brisée par cette offre-là. Puis il aurait dû le voir venir à 100 à l'heure qu'il allait faire ça, cette maudite équipe-là. Fait que tu sais, il a comme pas le choix de le matcher l'offre. Puis son Kotkaniemi vaut plus rien. Avec ce salaire-là. Fait que, encore une fois, le timing, il a pas maîtrisé son timing, puis il perd de la valeur sur le marché avec quelque chose qu'il avait gratuitement dans son équipe. Hey, imagine, là, tu sais, mettons que Bergevin était dans pour parler pour Jack Eichel. Mettons. T'sais, moi, j'y crois pas tant que ça, là. Mais mettons, là. Moi, je pense que ça coûte cher, un Jack Eichel. Fait que c'est sûr que si tu t'alignes pas sur l'offre, tu reçois un deuxième choix de première ronde, là, ça devient intéressant d'aller parler d'Eichel, mais c'est parce que Buffalo aurait peut-être voulu Kotkaniemi aussi. Hein. Là, tu l'as plus là, en assets pour l'échanger. Hein. Fait que là, tu vas être pogné pour échanger qui? Goulet ou un autre très bon espoir. Je me demande qui, là, d'ailleurs. Là, je veux dire, c'est qui vont cibler à part ça? Puis dans l'autre cas, si, mettons, tu penses que Kotkaniemi serait un bon asset pour faire venir Jack Eichel, ben là, il va coûter 6,1 millions. Puis probablement qu'il... Tu sais, je veux dire, un gars là, qui a un salaire de 6,1 millions, là, sa prochaine négociation, là, il acceptera pas un salaire de 2 millions comme il se devait avant qu'il signe ce stuff-là. Là, tu sais. Fait que je suis d'accord avec ce que tu dis, Pascal. Là, la valeur de Kotkaniemi sur le marché, j'ai l'impression qu'elle vient de prendre une solide drop. Mais surtout... qu'il y a un règlement que quand tu t'alignes sur l'offre hostile, tu peux pas l'échanger pendant 1 an. C'est une autre affaire. Ouais, c'est ça. Fait que là, il faut que tu l'échanges l'été prochain, sans contrat, puis il faut qu'il aille négocier avec Buffalo, puis que tu viens de sortir d'un contrat de 6,1 millions. Hey, imaginez 2 secondes si Kotkaniemi, peu importe où ce qu'il joue, là. Mettons que Kotkaniemi, il éclot là, cette année. Là. Tu fais quoi? Il éclot sur son année qui gagne 6 millions. L'année prochaine, là, tu peux pas aller en bas de ça. Là. Non. Hey, c'est terrible. C'est terrible comme situation, pour vrai. Ben, ça a mis de l'action, en tout cas. Ça a fait du bien parce que j'avais plusieurs semaines qui ne se passait rien. Ça a mis de l'action en maudit. Hein? C'est le fun. C'est que ça... je comprends Bergevin qui donne pas sa réponse tout de suite. Là. Il dit, bon, le monde va parler de Canadiens. Ils vont parler pendant une semaine. Ça va faire du bien. Là. Puis vendredi, je donnerai ma réponse si on match l'offre ou pas. Mais non seulement ça... Tu sais, Bergevin,
puis ça circule pas mal sur Twitter, puis c'est même pas des rumeurs, c'est juste la grosse logique. Bergevin, en ce moment, il appelle des équipes, puis il dit « OK, mettons, pour first pick de la Caroline, t'as-tu de quoi d'intéressant pour moi? Un centre. » Fait que, tu sais, Bergevin, en ce moment, il prend ce temps-là, puis selon les réponses des équipes, selon la valeur de ce qu'il va aller chercher en Caroline, si Kéké part, ben là, ça va peut-être changer sa réponse. Pour moi, sa réponse doit être déjà prise, puis ça doit être non. Là. Je peux pas concevoir qu'il va... Il y a une opportunité rêvée en ce moment de se débarrasser du dossier Kéké, puis de se débarrasser de ce joueur-là qui chigne parce qu'il est healthy scratch en finale quand il mérite pas de jouer. Tu me sors ça de la chambre, là. Les autres joueurs en ce moment du CH, penses-tu que ça va leur tenter de revoir Kéké? Je comprends l'aspect business, puis chaque joueur comprend ça, puis chaque joueur veut aller chercher le maximum. Mais là, que Kéké signe ça, puis qu'on apprend des rumeurs que ça a l'air qu'il aurait chigné en finale, puis qu'il... C'est pas nécessairement qu'il aurait demandé une transaction, mais que ses proches disaient que c'était probablement son dernier match avec le Canadien, puis tout. Ça, tu te prends pour qui, là? Joue comme un gars qui mérite de jouer, puis après ça, tu iras signer ton offre hostile ailleurs. Mais là, tu fasses chier tout le monde de même. Moi, ça me fait chier, puis va-t'en en Caroline. Fais attention, c'est peut-être juste une campagne de salissage pour un joueur qui va probablement partir du Canadien. Tu sais, ça arrive à tout le temps. Max Domi, c'est la même affaire. Gatchenyuk, c'est la même affaire quand il est parti. Il y a tout le temps une grosse campagne de salissage. Parce que toi, tu l'aimes pas quand t'as mis. Fait que t'acceptes cette campagne-là. Là. Mais c'est pas que tu l'aimes pas, c'est que tu le détestes. Mais mais tu sais, moi, c'est pas qu'il le déteste, c'est qu'il le méprise. Non, c'est ça. Ça m'étonnerait pas qu'il matche l'offre parce qu'il est dans la merde. Tu sais, en ce moment, ses options, c'est ça, comme tu dis, je pense que c'est assez probablement réel là, qu'il appelle toutes les autres équipes pour voir qu'est-ce qu'il pourra avoir pour les choix pour le choix de la Caroline. Personnellement, pour avoir commencé à scouter 2022, je garderais le choix, sérieusement. C'est assez intéressant comme pool de prospects pour l'été prochain. Surtout que c'est un draft à Montréal. Donc, avoir 2 choix de première ronde, c'est pas mauvais d'avoir pour un draft à Montréal. Donc, c'est ça. Il y a tellement des avenues possibles. Tu sais, tu te ramasses un first pick. Tu sais, tu te ramasses un first pick à la date limite des échanges quand l'équipe, tu sais qu'elle va faire les séries, c'est une chose. Ouais. Ce pick-là des Hurricanes, oui, les chances sont faibles que ça devienne un pick top 10 ou top 15, mais est-ce qu'il y en a des chances dans une Ligue nationale qui est extrêmement compétitive? Hey, Max, il y a des chances que ce pick-là soit top 10. Là. Max, je te rappelle, le pick que San Jose a envoyé à Ottawa contre Erik Karlsson, qui était pas l'année qui s'en venait, mais l'autre d'après. Tout le monde était comme « Ah, ça va être un low pick, voyons donc. » Les Sharks ils ont chié dans la pelle, pas pire. Là. Ouais, oui. Puis Ottawa se sont retrouvés avec un méchant bon pick à cause de ça. Fait que t'as raison quand tu dis qu'on le sait même pas. Ça peut être un choix top 10, ça là. On le sait pas. On le sait pas encore. Ils ont perdu quand même le goaler, je suis pas capable de dire son nom. Là. Ils ont perdu Hamilton. Ils ont quand même perdu des gros joueurs, mais ça demeure une équipe avec un noyau assez impressionnant, mais encore jeune. Ah ouais. Trocheck, moi aussi, Trocheck, je l'aime bien, mais peut-être qu'il va choquer cette année. Là. Fait que il y a pas mal d'avenues possibles là, sur toutes. Moi, personnellement, en premier, j'étais comme ils n'ont pas le choix de matcher. Puis de plus en plus, j'écoute les arguments parce que je suis ouvert à tout. Là. J'écoute les arguments des deux parties, puis je suis comme sérieusement, se débarrasser de ce boulet-là, à la place d'avoir un boulet de 6,1 millions qui va te faire mal à long terme, puis qui a de l'air, selon les rumeurs dans la chambre, en tout cas, bref, un peu spécial, ben, débarrasse-toi-en, prends le pic, puis va-t'en. Accepte la défaite encore une fois. Il y a ça. Puis là, le monde dit « Ouais, mais tu te ramasses pas de deuxième centre. » Hey, t'as déjà pas de deuxième centre. Kotkaniemi, c'est pas un deuxième centre. Mais il allait être mis. Ça l'est pas avec les jusqu'ici, mais il va être mis dans une situation qui pourrait le devenir. Il pourrait répondre aux attentes ou il pourrait pas. En fait, moi, je pense que Jake Evans répondrait probablement plus aux attentes que lui comme deuxième centre. J'adore Jake Evans, puis j'ai vraiment beaucoup d'espoir en lui. Selon moi, un joueur de transition là entre quand il y a un autre joueur qui va prendre sa place comme deuxième centre, là, ça pourrait être intéressant, mais bon, bref, ça n'arrivera pas, là. Fait que, tu sais, en ce moment, là, si, mettons, tu laisses aller Kéké, là, tu signes je m'en fous tu signes un Tyler Bozak, tu t'améliores, là. Pour 1 an,
tu ramasses un gars qui est meilleur que Kotkaniemi si tu signes un Tyler Bozak. Tu signes un Alex Galchenyuk, tu t'améliores parce que oui, Alex Galchenyuk est meilleur que Kotkaniemi. Non, t'as peu. Hein? Arrête. Là, tu parles en fonction de ton cœur. Ouais, non, c'est juste ça. Galchenyuk en série là, contre les Leafs, Canadiens Leafs, Galchenyuk a été très bon. Surtout avec Caulfield et Suzuki, c'est vrai qu'il a été bon avec eux. Ça, parle-moi pas là-dessus, ça c'est ridicule. Ce game-là serait même pas allé en prolongation si c'était pas de la bonne game de Galchenyuk. Galchenyuk, demain matin, apporte plus à une équipe que Kotkaniemi. Puis je niaise pas. D'accord, d'être en désaccord. Si Kéké part, là, tu signes Bozak, tu le mets au centre du deuxième trio, c'est pas l'idéal, mais Kotkaniemi non plus, c'est pas l'idéal. Puis tu signes Galchenyuk, puis au pire, tu l'essaies au centre, puis au pire, tu essaies Drouin au centre. Est-ce que ça risque de chier? Puis, peut-être, ben oui, ça très bien, ça se peut que ça... Mais mon point, c'est juste que les gens parlent comme si on pouvait pas laisser aller Kéké parce qu'on serait vraiment dans la merde au centre. Hey, on est déjà dans la merde au centre. Kéké, ce n'est pas un bon centre en ce moment. Moi, je me rappelle, Pascal, je pense qu'on avait une discussion. Je me rappelle pas si c'était dans un podcast ou si c'était en privé, mais qu'on voyait peut-être Kéké à l'aile cette année. Là. Mais tu sais, oui. C'est ça, c'est un peu ça. Là, là, il aurait joué au centre, forcément, parce que Dano est parti. Là, mais je regarde en Caroline, puis je tomberais pas en bas de ma chaise qu'il l'utilise à l'aile. Je tomberais vraiment pas en bas de ma chaise. C'est pendant les séries, je crois qu'on avait parlé de ça. Je t'avais dit que Kéké, il n'y a pas d'identité. Tu sais, des matchs qui est hyper physique, qui joue en avant du filet, puis tout, puis ça va bien. Puis il y a d'autres matchs qui fait pas ça, puis qui essaie d'être plus offensif, puis ça marche pas. Fait que je le voyais plus comme, j'ai hâte que ce gars-là se trouve une identité, puis j'espère que son identité, ça va être d'être un gars en ligne droite, qui plaque, puis qui joue robuste. Tu sais, il n'y a pas une face à Josh Anderson, mettons, là. Mais il y a quand même le physique de l'emploi, surtout s'il améliore sa vitesse encore, puis qu'il devient plus mean, là. Il est tout le temps à terre. Ouais, il y a ça qui est étonnant. La vitesse, je peux vivre avec en ce moment, mais c'est son balance qui est pas bon. Vraiment pas bon, en fait. Il est tout le temps, il plaque, mais il est tout le temps à terre. Et ça sert à rien. L'homme élastique. Ouais, exactement. L'homme élastique. C'est pas que ça sert à rien, ça sert quand même à quelque chose, là, mais c'est pas Anderson, mettons, au niveau des mises en échec. Là. Fait que, tu sais, il faut qu'il se trouve une identité, puis j'espère que cette identité, ça va être attaquant de puissance, puis si je vois plus ça aux ailes qu'au centre pour lui, parce qu'il y a quand même de la misère en défensive, je veux pas, là, quand c'était lui avec Byron puis Anderson dans sa zone, là, pendant un bout, là, c'était tout le temps, ça allait mal, puis ça tournait en rond dans la zone, puis il était tous les trois perdu. Pourtant, Byron est excellent en défensive. Quand Kotkaniemi est supposé être excellent, puis c'est pas vrai. Fait que là, j'espère que ça va être aux ailes. Ça, honnêtement, tu sais, je le rappelle encore et encore, mais avant la saison passée, Kotkaniemi jouait en Finlande, puis dans un podcast, dans des textes, en privé, whatever, je disais que Kéké n'était pas le genre de joueur à rendre ses coéquipiers meilleurs. Puis on l'a vu tout le long de l'année. Tu sais, ça a chialé qu'il n'y avait pas des bons ailiers, mais quand il y avait des bons ailiers, là, il était pas plus dominant. Là, mais non, ses ailiers s'éteignaient. C'est pas lui qui contrôle. C'est pas un gars qui contrôle le jeu. C'est pas un fabricant de jeu, c'est plus un marqueur de but. Puis ça, mais ça s'y est pas nécessairement à un centre. Comme, mettons, Jeff Carter, il est capable, parce qu'il est un gars élite. Toute sa carrière, il a été élite. Mais Kéké, ça fitterait plus à l'aile, je crois. Encore une fois, c'est pas un centre, selon moi. Puis, tu sais, je veux dire, on a souvent parlé là, du potentiel qu'on trouve peut-être plus limité que certaines personnes au niveau de Kotkaniemi. Fait que, tu sais, je veux pas nécessairement revenir là-dessus parce qu'on en parle quand même souvent, mais reste que si, mettons, là, tu sais, le Canadien s'aligne sur l'offre et paie 6,1 millions ce joueur-là, ce Jesperi Kotkaniemi, tu te mets dans une bonne problématique au niveau de la gestion de ta masse salariale. C'était le Canadien de Montréal, là, pour tout ce que ça engendre. Ça va engendrer également de la pression. Je pense que tu en as parlé, Pascal, dans ton texte, que Kotkaniemi, présentement, là, c'est le plus grand perdant là, de cette offre-là. T'sais, oui, il a accepté l'offre, là, mais je veux dire, c'est vrai, tu as raison, là, c'est le gars qui perd le plus au change présentement. Là.
Puis la seule façon qu'ils s'en sortent gagnant, c'est d'aller en Caroline. Fait que moi, j'y souhaite. J'y souhaite vraiment parce que je pense pas que ce gars-là va atteindre son plafond maximum à Montréal. Malheureusement, ça aurait été le fun. Puis, tu sais, je vais reprendre une phrase qu'on voit souvent sur Twitter, mais il a juste 21 ans. Ouais. C'est vrai, pareil. C'est pas sa quatrième faux, saison. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est sa 4e saison. C'est pas supposé être sa 4e saison. Ça devrait être sa 2e, puis peut-être même sa première. T'sais. Mais il est là le problème. Sauf que là, il est arrivé dans la Ligue nationale trop vite, sa progression est lente. Ben là, il faut l'accepter. Sauf que tu as un joueur à progression lente que tu paierais 6,1 millions l'année prochaine. Probablement l'année d'après, tu sois pogné pour le payer 4 millions ou 5, ou peut-être même 6,1, parce qu'il faut le rappeler, là, s'il n'y a pas de prolongation à long terme qui se signe avec Kotkaniemi, là, ben son offre qualificative qu'il faut qu'il accepte, là, c'est de 6,1 millions. Là. Avec l'arbitrage, mettons, puis les règles, là, ça peut redescendre à 5,8. C'était 5,8, je pense, de ce que Puckpedia disait. Là. Ça, c'est s'il serait en arbitrage, mettons. Mais c'est épouvantable, là, de payer un joueur comme ça qui... Puis là est la question... Ouais, mais dans 3 ans, est-ce que Kotkaniemi va valoir 6 millions? Ben moi, je trouve pas. Puis c'est un gamble trop risqué pour Bergevin pour cracher sur un choix de première ronde puis un choix de 3e en guise de compensation. Donc, je réponds à la fameuse question parce que vous l'avez fait sur les réseaux sociaux. Je ne l'avais pas fait encore, je ne me suis pas mouillé. Moi, je ne m'aligne pas sur l'offre si je suis Marc Bergevin. Pour toutes les raisons de gestion que ça va engendrer par après, au niveau des distractions. Et je pense que le Canadien de Montréal ne sortira pas nécessairement... Tu sais, la seule façon que le Canadien soit affecté par le départ de Kotkaniemi, c'est qu'il perde un centre. Ils perdent un joueur que sa position est centre. Mais perdre Kotkaniemi en soi, c'est pas... ta franchise, elle va bien aller après. Tu as Suzuki puis tu as Caulfield. Puis après ça, tu as Goulet qui s'en vient à la défensive. Fait que ta franchise, elle sera pas détruite là, si Kotkaniemi s'en va. Là. Pas en tout. La saison prochaine, peut-être que Ryan Pelling va faire une meilleure job que Kotkaniemi ferait à Montréal. Puis même Evans. Là, ben oui, Evans, je dis pas peut-être, parce que pour moi, Evans, c'est un oui, ça c'est pas un peut-être. Pelling, c'est un peut-être. Parce que on sait que lui a une courbe de progression intéressante. Ce que Kéké, depuis 3 ans, n'a pas tellement. Parce que c'est bien beau de jouer et d'avoir des beaux flashs puis tout, mais quand tu essaies de voir une certaine courbe de progression dans le jeu de Kéké, ben c'est là que ça bloque. Parce que le gars, t'as bien beau dire, il a juste 21 ans. OK, mais s'il n'y a pas de courbe de progression, ben à 25 ans, ça va être le même crif de joueur. Puis tu sais, on peut trouver plein de raisons, ses coéquipiers, son temps de jeu, son entraîneur, il y a plein de raisons qui sortent sur Internet. C'est tout sauf sa faute. C'est ça, c'est de déresponsabiliser le joueur. À mes yeux, c'est de ça. C'est lui qu'il faut qu'il se prenne en main. Puis je crois que c'est un gars qui a assez confiance en ses moyens. Puis c'est pour ça qu'il ne s'est pas gêné de signer ce contrat-là. Donc là, peu importe où il va jouer, son destin est dans ses mains. Là, il faut qu'il se déniaise. Il va jouer, à Montréal, s'il reste à Montréal, l'année prochaine, il va jouer plus. Là. Il jouera plus qu'à 13, 12 minutes. Ça va probablement être 16, 18 minutes sur les avantages numériques, sur les désavantages aussi. Fait que, peut-être pas le désavantage, parce que ça va pas super bien. Là. Mais l'avantage numérique, surtout. Fait que là, il va être dans une position avantageuse fort probablement, surtout avec Ducharme et Dano qui est pas là. Fait que là, si c'est en Caroline, il va probablement jouer à l'aile, comme tu as dit, dans une meilleure équipe en offensive. Donc, il va probablement avoir des meilleurs coéquipiers. Donc là, tout est entre ses mains en ce moment. On spécule puis tout, là, qu'il est probablement un bust, mais peut-être pas. On va voir. Là. Il faut absolument qu'il se déniaise. Je pense pas. Faut qu'il y aille. Là. Je pense pas que Kéké soit un bust. Honnêtement, ça dépend tout le temps de la définition que tu donnes de bust. Je pense qu'il répondra jamais vraiment à les attentes d'un 3e choix. Mais puis certaines personnes diront exactement que ça, c'est un bust. Mais reste que, moi, je pense encore que Kotkaniemi a le potentiel de marquer 50 points. En tout cas, s'il fait 50 points, c'est bon. C'est pas Kopitar. Il y en a qui comparent encore à Kopitar. C'est pas Kopitar. Mais je pense que... je pense ouais, c'est ça. Mais je pense sincèrement que Kéké pourrait marquer ce 50 points-là l'année prochaine.
en Caroline. Et peut-être pas à Montréal. Puis moi, c'est pour ça, tu sais, moi, ultimement, je suis Marc Bergevin, je m'aligne pas sur cette offre-là parce que c'est plus facile gérer le fait que tu as un choix de première ronde de plus puis un choix de troisième ronde de plus. C'est plus facile de gérer ça que de gérer le fait que tu as un joueur de 6,1 millions puis que l'année prochaine, il demande probablement la même affaire. Quand tu as une masse salariale qui est déjà assez serrée pour les prochaines années, puis tu as rajouté du monde, dans le fond, pour aller loin en série. Fait que, tu sais, il y a des contrats là, qui s'achèvent dans 2-3 ans encore. Si t'es pogné avec un kéké à 6 millions qui produit pas, là, t'es dans le trouble. Tandis que t'as plus, je trouve, t'as plus de latitude avec un choix de première ronde et un choix de troisième ronde, en plus de ton propre choix que t'as. Fait que, tu sais, là, rendu là, on embarque dans le volet de, ben, c'est quoi les options? Tu sais, est-ce qu'on va chercher un joueur rapidement cette année parce que, ben, Montréal veut retourner en finale? Je pense que c'est le scénario qui risque d'arriver. Mais encore là, on va chercher qui? Là, tout le monde parle de Christian Dvorak comme si c'était le Saint-Dieu, l'inventeur du pain tranché. Esti, je veux dire, la moitié du monde n'a probablement jamais vu, mais parce que les Coyotes échangent tout le monde, puis que Dvorak joue au centre, ben là, c'est comme rendu... c'est lui le deuxième centre. Ça se peut là, qu'il aille le chercher. Là. Mais tu sais, est-ce que Dvorak est une amélioration comparativement à Kéké? Ouais, je pense que c'est sensiblement... Je pense que c'est sensiblement le même type de plafond comme joueur, mais Dvorak est peut-être rendu plus avancé dans sa progression, mettons. Fait que dans les médias, il pourrait peut-être plus produire. À mes yeux, que Kéké reste ou non, il aurait fallu un centre, un deuxième centre, en fait. Même s'il était là, il y aurait Dvorak. Je pense que c'est le même Christian Dvorak. Il faut le dire, je me rappelle plus. Mais il aurait fallu ce genre de joueur-là pour appuyer les jeunes centres des Canadiens de Montréal. Puis tu sais, comme tu disais, avec son salaire de 6,1, s'il reste, c'est tous les autres assets que tu as, ils perdent la valeur parce que tu es dans la merde au niveau du cap. Toute ton équipe a perdu la valeur à cause de ça. Parce que les autres DG, ils savent que tu es dans la merde. Fait que tu sais, je vais de plus en plus, je vais vers ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, il y a comme plus le choix de le laisser aller parce que ça le pognerait trop. Parce que si t'as Kéké à ce montant-là, là, l'année prochaine, puis que Byron... ouais, mais là, son contrat va compter pour l'autre année d'après. Là, mais oui, on parle de ça, là, mais c'est clair que si Kotkaniemi payait ça, Suzuki peut demander 9 millions là, rendu là. mais tu sais, moi, c'était plus au niveau de la date limite des transactions. Tu sais, Paul Byron, il passera pas toute la saison, là, sa liste des joueurs blessés à long terme. Fait que, tu sais, Montréal a un coussin à cause que Weber et Byron vont commencer la saison sur la liste des joueurs blessés à long terme. Ils ont un coussin d'à peu près 11 millions. Fait que même en ajoutant un Kotkaniemi à 6,1 millions, c'est faisable. Fait que, au niveau des chiffres, là, Bergevin, il peut s'aligner. Et ça, il n'y a pas de trouble. Mais Byron, mais qu'il revienne. Le salaire de Weber va encore couvrir, dans le fond, l'excédent. T'sais. Ils vont être corrects pour la masse. Mais tu arrives à date limite, tu n'as plus aucun argent pour dépenser. Tu n'as plus aucune marge de manœuvre pour dire si ton club va bien, on rajoute un asset, on rajoute ci, on rajoute ça. Fait que tu viens totalement diminuer ta marge de manœuvre avec un joueur surpayé de même. Ouais, c'est à n'en perdre sa cuillère de bois. Ça en perdre sa cuillère de bois. On t'a entendu, le loup. Mais tu sais, à faire vaisselle, je peux pas chialer. Ah, c'est correct. En fait, une tarte aux pêches, ça sent bon. Une tarte aux pêches? Ouais, j'ai hâte de goûter, sérieux, ça j'ai jamais goûté. Hey, tu nous chipperas ça. Ouais, je vais vous chipper ça. Barbe Noire a commandité par une tarte aux pêches. Ouais, ils en font-tu de la tarte aux pêches, Barbe Noire? Bonne question. Je sais pas si ils fument de la pêche. Non, je pense pas. Mais pour revenir au dossier de Dvorak, là, je pense que... Puis moi, j'ai regardé quelques matchs des Coyotes. Là. Mais je suis d'accord qu'il y en a beaucoup qui doivent vouloir Dvorak, qui l'ont jamais vu jouer. Là. Mais je pense que c'est quand même très considérable là, comme upside sur KK. Maintenant, il faut se demander, est-ce qu'on est prêt à donner... Mettons qu'on reçoit le first puis le troisième pick de la Caroline, on est prêt à donner ça pour Dvorak en sachant, tu sais, en début avant la saison, en sachant ce qui peut arriver avec ce pick-là, que ça devienne finalement un pick top 10 puis que c'est ça, je sais pas.
Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que tout le monde se voit encore en série l'année prochaine. Ah oui, mais Pascal, Montréal, ça a toujours été ça. Moi, je sais, mais ça m'énerve parce que tu viens de perdre Weber puis ton meilleur centre avec Suzuki. Là, tu viens de perdre Dano qui tu sais, oui, il n'a pas eu nécessairement une bonne saison, mais en série, Christy, il faisait la job en sacrament. Puis tu viens de perdre Weber de la saison, probablement pour la vie. Après ça, Price, il n'y a pas d'entre-saison. Hein, il est blessé, il y a une chirurgie. Il va être prêt au camp d'entraînement, mais il n'y aura pas d'entre-saison pour se préparer. Gallagher, même chose. Toffoli, même chose. Fait que là, d'après moi, au début de la saison, ça sera pas 10-4 comme d'habitude. Là. Ça va plus être 4-10. Là. Ah, puis avec le Canadien allait chercher des points en début de saison qui étaient vraiment utiles pour leur drop en décembre, puis souvent leur drop en mars aussi. Mais là, ça va être très difficile de s'accumuler des points en octobre puis, au début novembre. Fait que j'ai comme l'impression que très rapidement, le Canadien va dire « Ouais, hein? Ça fait mal, ça. On ne fera pas une série. » Puis si on a 2 pics, c'est encore mieux, mais bon. Ça m'énerve. Faut se rappeler aussi que les divisions reviennent comme avant. Là. Oui. Fait que, Boston, ils vont faire mal. Là. Boston, le Lightning, ça revient tout. Ottawa va être beaucoup meilleur. Puis déjà, c'était difficile contre Ottawa l'année passée. Beaucoup. Là, oui, les Red Wings puis les Sabres vont être là, mais il reste. Les Red Wings sont améliorés pas mal. Clubs, là. Il y a des Une gros question clubs pour vous, boys. Vous autres, mettons, là, donneriez-vous 6,1 millions pour un an à Brady Tkachuk? On se poserait cette question-là? Hein, go. Je donne pour 13 ans, peut-être, oui. Pas de problème, je donnerais 6,1 millions. Mais ça serait une solide question à poser sur les réseaux sociaux. Puis clairement que genre on se fait trasher. Là, mais ben oui, parce que c'est clairement qu'il vaut plus que ça, Tkachuk. Non, mais tu sais, mettons, là, tu mets une offre hostile de 6,1 millions à Brady Tkachuk. Est-ce que tu t'alignes, oui ou non? Puis je serais curieux de voir les réponses, je pense. En tout cas, moi, personnellement, je m'aligne sur Brady Tkachuk. Je m'aligne pas sur KK. Mais là, c'est ça, on va se faire dire ouais, c'est parce que t'aimes pas KK. Moi, je serais pas surpris qu'il y ait du monde qui aime KK, mais que pour 6,1, il s'alignerait sur Tkachuk, mais pas sur KK. Je serais pas surpris de ça. J'espère, parce qu'ils n'ont pas la même courbe. Là. Il y a juste 21 ans. Non, mais ils n'ont pas pantoute la même courbe. On s'attendait à ce que KK, son plafond soit plus élevé, mettons, mais qu'il l'atteigne moins rapidement. Puis Tkachuk l'atteigne plus rapidement, mais qu'il stagne un peu. Mais en ce moment, il stagne pas bien, mais il a juste 21 ans. Fait que c'est pas grave. C'est parce qu'en plus, tu le sais que Tkachuk, plus tard, il va toucher 6,1 millions. À un moment donné dans sa carrière, là, il va toucher ça, puis il va peut-être avoir mieux. Ouais. C'est ça. C'est sûr, tu sais, on le disait quand là, on parle encore des Hurricanes, mais quand Andrei Svechnikov a signé son contrat, j'ai vu un tweet passer, je me rappelle pas, je pense que c'est Simon Servant qui l'a écrit encore. Il fallait le plugger dans le podcast. Ouais, on va pas plugger. Mais il disait, quand tu es sûr qu'un joueur va être un stud, offrir un contrat de 8 ans à 7,4 millions, aucun problème avec ça. Même chose pour Tkachuk. Tu sais que ce gars-là va gagner 6-7 millions plus tard. Donne-y tout de suite, donne-y plusieurs années, puis go, mon homme, on n'aura même plus à se concentrer là-dessus. Mais c'est ça la différence avec KK. C'est que présentement, tu ne sais même pas si dans 4 ans, il va valoir 6 millions. Mais c'est ça qui vient compliquer à la donne en maudit, là, dans ta réflexion de est-ce que je m'aligne sur ça, tu sais. Amplement raison, c'est un tweet intelligent. Puis je reviens sur Dvorak, là, mais on parlait tantôt, tu sais, utiliser le first puis le third pour Dvorak, mais tu sais, moi, je pense que ce serait peut-être trop, là, un premier puis un troisième, là, tu sais. C'est quand même cher payé, honnêtement. Mais je serais pas surpris que l'Arizona demande le first. Mais tu sais, rajouter un 3, tu sais. On verra là. Tu sais, probablement. Moi, je serais pas contre l'idée de l'échanger. Je serais pas contre l'idée de le garder non plus. Tu sais, je suis un peu mitigé entre les deux. Je pense que si tu sors de ton first, il faut que ça serve. Puis amener Dvorak pourrait aider, mais tu sais, les Coyotes, on voit leur modus operandi depuis le début de l'été, c'est de récupérer des gros salaires. Est-ce que c'est l'occasion rêvée pour le Canadien de se départir enfin de Paul Byron et de son salaire? T'sais? Ou on le garde? T'sais, ça pourrait être une option pas pire. Ouais, pas faux. T'sais, un first, Byron,
rajoute un 4, là. C'est tout le monde dans le mock trade, il rajoute des 4 ou des 5, là. Mais non, mais tu sais, un first Byron contre Vorak, tu sais. Je veux dire, ça sert aux Canadiens, ils se libèrent d'un contrat, fait que ça te donne une marge de manœuvre à date limite. T'sais, oui, tu perds ton first, mais en même temps, tu te départis d'un bon contrat, tu peux aller te chercher un autre asset à date limite. Mais tu sais, je suis pas contre non plus le fait de garder le first, là, honnêtement. Sauf que si t'es pour échanger ton first et ton third, parce que là, Montréal aurait 3 choix de 3e ronde, ils en ont déjà 2. Tu sais, rendu là, moi, je viserais plus haut, puis j'irais chercher un gars comme Sean Monahan, mettons, avec une prolongation de contrat. T'sais. Mais ça, c'est moi. Si je vois à long terme, là, mettons, là, j'irais chercher lui. Parce qu'il y a quand même le potentiel d'un premier, deuxième centre. Là, tu aurais Suzuki, puis tu aurais Monahan comme les 2 premiers centres. T'sais, Monahan n'a pas eu une bonne saison l'année passée. Son prix doit quand même être pas si pire. Là. Moi, ça serait une option que je pencherais peut-être plus vers les Flames. Moi aussi, Matt. Non, mais pour vrai, mais que ce soit Monahan ou même Backlund, pourquoi pas? Backlund ne coûtera pas un first, ça c'est sûr. Ben exact. Puis Backlund, moi je trouve que honnêtement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Puis je pense que c'est un gars qui pourrait faire un très très beau travail là, sur un deuxième trio dans la situation du Canadien où on est un peu dans la merde. Je pense que c'est un gars qui voudrait peut-être un coup de fil pour voir qu'est-ce que ça coûterait, mettons. En plus, là c'est quoi son contrat Backlund? Est-ce qu'il va être UFA à la fin de l'année ou il reste encore un peu de... Backlund contract. OK, ouais, non, il reste encore 3 ans à 5,3 millions. Je retire un peu ce que j'ai dit. Ouais. C'est cher payé. Ben oui, puis non. Tu sais, tu t'assures de ses services 3 ans, puis 5,3, c'est moins que 6,1. Ouais, c'est sûr. Puis il coûtera pas un first, puis il est meilleur que Kéké pour les 3 prochaines années. Ah, mais c'est fou pareil, hein, tu sais, j'écrivais là-dessus aujourd'hui, là. Puis, tu sais, à l'interne, mettons que Kéké s'en va, là. À l'interne, là, si Bergevin ne m'ouvre pas cette année, ben, tu sais, forcément, il n'y aura pas le choix de bouger à l'été, là. Mais encore une fois, on va être pogné pour magasiner un centre sur le marché des transactions ou des agents libres parce que dans la relève, présentement, là, y a-tu quelqu'un, mettons, Pascal, je sais que t'es peut-être plus au courant du pipeline du Canadien de par tes observations puis tout. Moi, personnellement, je trouve pas qu'il y a des joueurs de centre potentiels à être un deuxième centre très bon dans la Ligue nationale. Je sais pas si toi, tu as observé la même chose. On s'est concentré. Le Canadien s'est concentré sur sa défensive. Évidemment, c'est ça les besoins dans les 2 dernières années. Donc, il n'y a pas vraiment de centre. Là, il y a Kidney puis il y a Kapanen. Mais attends-toi pas à ce qu'ils viennent dans la Ligue nationale avant 3-4 ans. Fait que c'est pas une option pour l'instant. Fait qu'on espère que Pelling va être bon. Pelling, Michak, mais Michak sera pas tout de suite. Il faut qu'il joue au moins Cam Ellis. C'est une bonne non, blague. mais tu sais, ça sera pas un deuxième centre. Mais non, il y a personne. Il y a aucun centre du top 6. Puis on le sait, toi puis moi, que cet été, le Canadien, ils vont avoir, mettons, 10 choix, puis ils vont repêcher 8 centres. C'est ça, ça va être ça. On le sait tous. Mais ça, là, c'est encore on en parle souvent, Pascal. C'est ça, je te coupe, mais c'est encore le maudit problème de repêcher en fonction du besoin immédiat. Exact. Longtemps, on a repêché des joueurs en fonction du besoin immédiat. Puis là, on arrive 2 ans plus tard, après avoir fait le plein de centres, puis on fait comme « Fuck, on n'a plus de centre si Kéké s'en va. On n'a plus de centre d'avenir. » Ben oui, mais fallait que tu y penses avant. Prendre le meilleur joueur. Peut-être que le meilleur joueur, il y a 2 ans, là, il te servirait là au centre. Là. Quand ils ont repêché Kotkaniemi, pas longtemps après, si je me souviens bien, ils sont allés chercher Suzuki, ils sont allés chercher Domi. Puis là, la ligne de centre s'est remplie. Kotkaniemi, Domi, Suzuki. Très rapidement. En plus, tu avais Dano. Puis là, Dano part, Kotkaniemi part. Si tu avais gardé, mettons, si tu avais repêché Tkachuk ou Hughes là, à la place de Kotkaniemi, donc le meilleur joueur disponible, selon plusieurs, pas juste moi, là, selon plusieurs personnes, c'est eux autres les plus talentueux, c'est eux autres qui auraient dû être repêchés à cette place-là. Zadina aussi, on peut le mettre dans l'équation. Mais bon, bref, c'est pas vraiment le meilleur joueur disponible. Ouais, mais Zadina serait quand même aujourd'hui un meilleur choix que Kéké. Je suis pas prêt à dire ça. Là. Mais
Fait que tu sais, au moins, OK, t'as pas de Kotkaniemi, mais Christy, au moins t'as un défenseur stud ou ben t'as un ailier qui est capable de jouer sur le top 6 puis qui fait chier tout le monde. Kachuk, je suis désolé, mais comme joueur de centre, je le prends avant Kotkaniemi. Ben, il a joué au centre. Ouais, mais c'est ça. C'est ça que je dis. Et que, comme joueur de centre, t'avais littéralement l'option de prendre Kachuk. Il voyait peut-être plus comme un allié. Ça demeure ça. Là, je le prends aussi plus comme un allié, mais reste que c'était clairement un meilleur choix que Kotkaniemi. Puis en plus, tu pouvais te dire, en plus, on va pouvoir l'essayer au centre potentiellement. Hey, moi, en tout cas, faut qu'on arrête de parler de... J'en reviens pas encore qu'il ait fait ça. C'est pas grave. C'est un coup de dé. C'est un coup de dé, le repêchage. Des erreurs, t'en fais. Puis tout, c'est juste que les Canadiens, que leur haut choix dans les 10 dernières années, ça arrivé très souvent. Les premières rondes, ça arrivé énormément souvent. Puis je suis sûr et certain que si Kotkaniemi avait été suédois, il aurait resté au moins une année en Suède. Mais parce qu'il était en Finlande, dans une ligue que personne aime, il est venu en Amérique du Nord tout de suite. S'il était suédois, je l'aimerais. Probablement, ouais. Il est trop grand. Pas mal sûr de ça. Ah, c'est vrai. Oui. Mais tu sais, je veux pas encore tourner le couteau dans la plaie, mais on se rappelle, on le dit, là, au repêchage, c'est tout le temps en fonction des besoins immédiats. Cette année, ils ont repêché, à leur avis, le meilleur défenseur droitier. Parce que les besoins, c'était défenseur droitier. Ben, Calvaire, si, mettons, puis là, on s'entend, là, on parle parce qu'on sait ce qui est arrivé. Au repêchage, là, ils ne savaient pas que les Hurricanes allaient faire une offre à Kotkaniemi. Ils ne savaient pas. Mais c'est sur le fait de repêcher selon les besoins, selon les meilleurs joueurs disponibles. Clairement, Montréal a repêché en fonction des besoins cette année. Ils ont repêché un défenseur droitier, Logan Mailloux. On va le nommer. Je pense qu'on a le droit de nommer son nom encore, là. Mais je regarde là présentement, puis tu sais, Francesco Pinelli, 42e. Logan Stankoven, 47e. C'est plate, mais tu sais, mettons que Bergevin va chercher un centre là, à court terme là, pour 2-3 ans, 4 ans, parce que Kotkaniemi est parti. Là. Ben, les gars que je viens de nommer, là, ils auraient été prêts à ce moment-là. Puis à mon avis, c'était des joueurs... Ben, en tout cas, il joue on le voit peut-être au centre. Il a joué au centre, c'est un centre. Toutes les games que j'ai regardé de lui étaient à l'aile. Ouais, mais c'était il joue aussi au centre. Au U18, il était au centre. Ah, cool. Mais il y a plus un profil d'ailier, mettons. Là, c'est ça. Petit, c'est ça. Ah, mais je suis content, je l'aime encore plus. Mais tu sais, reste que, mettons, Pinelli aurait eu le gabarit pour se développer comme un centre, un bon centre. Peut-être pas un deuxième, on le sait pas. Ça, on le sait pas encore. Ratty. Et reste que... tu sais, reste qu'en... Il aurait pris Matthew Knies, là. T'sais, ça aurait été déjà meilleur là, que Logan Mailloux. Là. Mais en tout cas, ça, c'est des opinions personnelles. Mais reste que il faut que tu repêches en fonction du meilleur joueur disponible. Parce que là, on le voit, là, le meilleur joueur disponible, là, probablement que dans 2-3 ans, quand ils vont en avoir besoin, là, ben, ça aurait été un centre. Mais dans la place, ils ont décidé de repêcher un défenseur que dans 2-3 ans, on ne sait même pas où c'est qu'il va être. Mais c'est parce qu'ils ont repêché un défenseur droitier, parce que les besoins, c'était un défenseur droitier. Timmins avait dit on va viser un coup de circuit. C'est de la bullshit. Oui, c'est le coup de circuit typique boomer bust, mais à la position que les autres ont besoin. C'est vraiment ça. C'est le meilleur joueur disponible à la position qu'on a besoin. Mais c'est une façon déviée de dire que tu aurais pêché selon tes besoins. C'est pas un coup de circuit. Oui, c'est un coup de circuit potentiel, mais ils sont compliqués à vivre beaucoup là-dessus. On est rendu sur le Mailloux. C'est où qu'on est rendu? Ah, mais man... Mais Matthew Knies, je sais qu'il était haut sur leur liste. Hein, puis je l'aurais vraiment aimé. Tu sais que j'étais tellement fâché qu'il sorte à Toronto genre dans 5-6 pics avant le Canadien. Mais tu sais, étant un gros fan et un joueur de baseball naturellement, quand Bergevin et Timmins ont dit qu'il allait frapper un coup de circuit, on voit le résultat, puis c'est un peu genre comme dire ouais, à soir, là, je vais frapper un coup de circuit. Parce que tu sais qu'à soir, tu joues dans le plus petit terrain de la ligue, puis tu sais que tu vas en mettre dehors. T'sais. C'est comme une fausse prédiction, dans le fond. Là. C'est comme je vais frapper un coup de circuit, mais dans le fond, comme tu dis, un coup de circuit, mais on va aller chercher un défenseur. C'est pas le gros coup de circuit. Là. C'est pas le coup de circuit en 7e manche ou en 9e manche. Là. C'est un coup de circuit en solo à la première manche dans le plus petit stade de la ligue. Là, bref, belle analogie de baseball. C'est drôle parce que je niaisais au début, mais ça fait quand même quasiment 1 heure qu'on parle de Kéké. Oui, c'est correct. Tout le monde parle de ça. Ouais, non, c'est ça, exact. On a le droit, les valves sont ouvertes.
Ouais, on se gâte, hein? On se gâte, mais tu sais... Est-ce que tu es resté quand même sage? Oui, quand même. Ouais. Moi, je l'aime bien, Kotkaniemi. Ça me fait royalement chier qu'il ne réussisse pas à se développer comme il faut. Puis la prochaine saison, c'était vraiment une saison forte pour lui. J'étais content qu'il se mette probablement en deuxième centre. Hein? Ben, moi aussi, dans le sens où on allait voir... Enfin, tu sais. Genre, qu'est-ce que tu peux nous donner? T'as ta chance, t'as le spotlight, vas-y, mon gars. Ouais. Même s'il a juste 21 ans, ça aurait été quand même une grosse saison pour lui. C'est sa 4e, donc maintenant, il faut que tu développes un peu. Là. Fait que ça aurait été... J'étais vraiment content de le voir cette année. Puis que là, même s'il reste avec le Canadien, avec son contrat, ça va jeter une ombre sur peu importe la performance qu'il va avoir. Parce que le monde va dire « Ouais, mais tu sais, dans le vestiaire, il est sûrement pas bon. Ses coéquipiers ne l'aiment pas. » Fait que là, il va y avoir plein de nouvelles excuses. Fait que, en tout cas, ça fait chier un peu. Puis je pense que la Caroline ont vraiment eu bon jeu de faire ça. Là, on sauf fout une bombe à Montréal. Avec. Mais ils ont pas les reins plus solides, mais ils ont un développement meilleur que le Canadien, on va se dire. Là. Si c'était Jarvis avec le Canadien, peut-être qu'il aurait bossé, mais avec eux autres, là, ils ne bossera pas. Là. Comme Justin Robida. C'est ça, exactement. Ça va devenir... J'aimerais ça qu'un jour, ce soit des coéquipiers sur un même trio, Kotkaniemi et Robida. Ça serait drôle, là. Avec un centre de 6 pieds 8, là, ça pourrait aider. Ça serait mon... c'est genre le premier, ça serait ton équipe préférée, c'est ça? Ça serait mon trio préféré. Ah oui. Kotkaniemi, Jarvis, Robida. Ah ouais, donc. KK se fait 80 points, let's go. Ouais. Justement, on va rester dans les 15. Je deviens animateur, puis je vous demande contrat de... On en a parlé un petit peu, mais contrat de Svechnikov. Vous autres, voyez-vous ça comme un bon contrat ou comme une aubaine? C'est une aubaine. Oui, hein? Ouais, c'est solidement une aubaine. Une solide question, genre avec la réponse dans la question. Ben non, mais c'est un bon contrat ou une aubaine. Pour moi, c'est un peu la même chose. Pas pire en pléonasme, mais... Non, mais ça peut être comme bon, tu sais, c'est un bon contrat, c'est correct, c'est un bon contrat, c'est sa valeur, ou une aubaine. Ben, il y a personne qui peut dire que c'est un mauvais contrat. Je comprends ta question, OK. Non, c'est ça. Ouais, exact. Ben, moi, je pense, j'irais jusqu'à dire que c'est un contrat un peu à la Nathan McKinnon, que genre à partir de la 2e, 3e saison, on va faire, hey, man, ce gars-là. À la Pasternak. À la Pasternak. C'est des gars qui vont Crosby gagner. dans le temps aussi, hein? Ouais, exact. C'est des gars qui vont gagner peu d'argent pour le nombre de points qu'ils vont rapporter. Là. C'est vraiment un bon move pour vrai des Hurricanes. Ils sont tellement radins en plus. Là. Ça m'étonne pas en tout qu'il y ait des bons contrats, cette maudite équipe-là. Ouais, mais tu sais, eux autres, là, ils ont adopté la philosophie que, tu sais, fuck les années là, de joueurs autonomes avec restrictions. Là, puis quand tu sais qu'un gars va devenir bon, là, comme je disais tantôt, là, ben, on lui donne la pactole. Fait que là, il a pogné 8 ans. Puis dans 8 ans, quand il va être joueur autonome sans compensation, ben, on gérera rendu là. Mais entre-temps, il va avoir donné 8 bonnes années à un salaire complètement décent. Fait que, tu sais, dans 8 ans, là, s'il demande 10 millions, là, ben, Criff, ils vont lui donner 10 millions là, s'il a été vraiment solide pendant son 8 ans. Ouais. Puis s'il n'a pas été solide, ben, qu'il s'en aille. Tu sais, honnêtement, là, moi, j'aime cette façon de gérer-là. Parce que à ce prix-là, ça peut très, très difficilement être une déception. Je veux dire, avec le talent qu'il a, Svechnikov, là, je reviens à notre bon chum Simon Servant, à ce qu'il disait. Si tu le sais que le gars, ça va être un stud, puis tu le sais qu'il y a... Tu sais, je touche du bois, j'ai les 2 mains sur le bois en ce moment, là. Mais tu le sais que c'est impossible que Svechnikov ait des mauvaises saisons pendant ce temps-là. À part les blessures, mais même là, il n'y a pas un style qui se blesse, là. Ouais, ben ça, mais là, rendu là, c'est de la bad luck, là. Ouais. Sauf s'il se bat contre Ovechkin. Ouais, ça faut qu'il arrête ça. Non, ça, c'est pas une bonne idée. Mais, tu sais, let's go. Ben oui. Ben oui. Non, mais pour vrai. Non, mais je vais faire du pouce sur le fait. Let's go. Let's go Bergevin puis Singh Suzuki à la même affaire. Let's go. D'accord. Let's go. On sait tout qui est bon. Suzuki. Let's go. Non, mais je pense que c'est dans les coulisses qu'il écrivait un texte là-dessus. Puis, j'étais en accord, là, pour vrai. Se baser sur le contrat de Svechnikov pour négocier avec Suzuki. Oui! Tu le sais que ça va être ton premier centre. Oui!
Let's go! Let's go! Let's go! Non, mais tu sais, pour vrai, tu le sais que Suzuki, ça va être ton premier centre. Qu'est-ce qui t'empêche de donner une prolongation de contrat de 8 ans, 7,4 millions? Absolument rien. Ce gars-là serait une aubaine dans 2 ans, Suzuki. Même affaire. Même affaire. Let's go! Let's go! Peut-être Caulfield. Oui, exact. J'ai hâte de voir l'année prochaine. Caulfield, sérieusement, là, avec Suzuki toute la saison. Si Drouin va être là aussi. Hein. Mais, si je me fie à ma saison à NHL, le trio Caulfield, Suzuki, Hoffman va être dévastateur. Pas en défensive, mais OK. Mais les gars, Caulfield, c'est le plus vieux du tournoi. Hey, en plus, l'année prochaine, on va pouvoir dire que Caulfield a juste 20 ans. Ouais, ça va être bien le fun, ça. Hey, Hoffman, on dirait que je l'oublie, ça. On dirait que j'oublie tout le temps que, comme là, tu l'as rappelé, on dirait que j'avais oublié qu'Hoffman avait signé avec le Canadien, puis c'est un foutu bon contrat le fun, là. Mais, écoute, on va closer sur parce que Florent nous a donné l'idée, puis on n'a même pas parlé, et on a tellement parlé de Kéké, puis tout ça, qu'on n'a même pas frôlé ça, mais on va continuer sur ce sujet-là. Bilan de l'été de Marc Bergevin. On commence avec Mike Hoffman. Très bonne signature, à mon avis. Ouais. Pour l'avantage numérique, là, numéro 1. Let's go! Tu manques de punch. En tout cas, moi, personnellement, je trouvais qu'il manquait de punch sur le PP. Sur le PP. sur le power play. Sur le PP. Puis, en fait, ce qui va vraiment aider le power play, c'est que Weber n'est pas là. Puis Hoffman s'ajoute. Il manquerait un défenseur qui bouge la puck un peu plus, là. Mais avec Caulfield, Toffoli, Hoffman, Petrie, Suzuki, ça commence à être beaucoup d'options de tir et de faire des jeux aussi. Là, il n'y a plus ben d'équipes qui jouent le premier powerplay avec 2 défenseurs. Ben, j'espère. Ben, Canadien va en série. Là, pour faire des cross-checks dans le net. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, le style qui pratiquait en série, ça ne marchera pas cette année. Fait que là, bref, j'ai bien hâte de voir. Les jeunes. Il faut espérer que les jeunes progressent. Cédric Paquette, Mathieu Perreault, des signatures de profondeur. Vous en pensez quoi de ça? J'en pense pas grand-chose. Ouais, ben, tu sais, Starr avait de la misère à avancer. Oui, il était utile en série, mais en saison, c'était un cône. Perreault est encore capable de jouer. Il est encore capable. Pendant la série contre le Canadien, il n'a pas produit, mais il était quand même un facteur, je trouve, contre le Canadien. Fait que peut-être qu'il va être bon. Ça peut. Moi, c'était très positif. Le Paquette, même à Ottawa, ça allait pas super bien. Je me souviens bien. Paquette n'a pas eu une grosse saison dans le sens qu'il s'est fait barouetter beaucoup. Là. Je pense qu'avec Ducharme, ça pourrait très bien aller. Ouais. Je trouve que Ducharme est un meilleur coach. Donc, d'après moi, c'est juste du positif. Là. C'est vraiment juste du positif. Ils prennent pas la place d'un jeune. Il n'y a pas de jeune. Il y a Poehling, puis Poehling, mais il va jouer sur le 3, sur le 4. Il va jouer des Poehling. Ben là, il va jouer sur selon moi, là, il va jouer. C'est positif dans le sens que ça peut pas être négatif. D'accord. Ouais. Non, mais... Merci de tes lumières. Je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est ça. Let's go! Vous buvez la même affaire. Mettons, Mathieu Perreault, je le prends peut-être avant Stahl parce qu'il risque d'apporter sensiblement la même affaire, mais à un salaire moindre. Puis j'aurais peut-être pris Perry avant Paquette par exemple. Là, mais je pense que Paquette peut être un tannant à la glace quand même. Fait que tu sais, au niveau de la passe, la patinoire, il peut quand même apporter la même chose. Peut-être moins d'offensive, mais tu sais, dans son style, ça peut s'apparenter. Fait que tu sais, c'est un remplaçant moins cher, mettons. Perry, il sait que le Canadien n'ira pas en finale. C'est vraiment un accident de parcours. C'est terminé. Là. Ça n'arrivera pas là, cette année. Là. Fait que là, je toucherai même pas du bois. Ça n'arrivera pas. T'sais. Je pense que Perry aurait peut-être prolongé son contrat si Weber avait été là, si... Dano. Je sais pas, Dano aurait été là. Dano, c'est la perte qui fait le plus mal depuis Markov, je trouve. Là. Depuis Markov, Dano, la perte de Dano, ça fait mal. Là. Ça fait vraiment mal pour les séries. Oui, mais c'est pas dans le même contexte du tout, là, dans le sens où Dano t'aurait fait mal au contrat pour lequel il a signé. Là. Oui, exact. Oui, je sais. Mais tu sais, en termes d'équipe, là, la perte de Dano, c'est aussi important
peut-être pas aussi important que de Markov, mais ça fait mal. Ouais, ça fait mal à l'équipe. Mais tu sais, je suis d'accord avec Max, c'est que autant que ça puisse faire mal à l'équipe, autant que je l'aurais peut-être pas signé à ce prix-là. T'sais. Moi non plus, fuck off. Beaucoup de gens disent ouais, mais c'est juste 500 000, pourquoi Montréal il a pas donné? Mais tu sais, à un moment donné, là, regarde, je vais faire un parallèle, là. Ça n'a vraiment pas rapport avec le hockey, mais il y a plein de monde présentement qui achète des maisons à Stitch 20 000 de plus que ce que ça vaut. Ben, si vous voulez le faire, c'est votre problème. Mais la façon intelligente de procéder, c'est de mettre un prix à quelque chose puis de s'en tenir à son prix. Ben, pour Dano, ça a été la même affaire. Dano, ils ont étiqueté le prix qu'ils voulaient. Il n'a pas voulu. Il a voulu aller jouer à LA pour 500 000 de plus parce qu'il se disait qu'il allait être deuxième centre là-bas. À votre avis, là, mettons, présentement, là, il voit ça aller. Là. Pensez-vous qu'il regrette sa décision? Mettons que Kéké s'en va, là. Tu sais? Ouais. Je suis d'accord avec toi. S'il voulait vraiment rester à Montréal... J'aimerais ça être un petit oiseau, là, puis voir, tu sais, qu'est-ce qu'il se dit dans son salon, là, mais il doit capoter, là. Imagine si Kéké revient pas, là. Lui, il avait la job de deuxième centre, là, sur la table, là, drette là. Comme ça. Tu sais? Ouais, entièrement d'accord. Il aurait probablement joué avec Hoffman. Il aurait joué avec Hoffman et Gallagher. C'est pas un pied de série, Hoffman. Là. Oui, c'est clair. Là. Mais tu sais, je pense aussi que le fait que la gestion du dossier de Tatar, tu sais, Tatar, Gallagher puis Dano, c'était un trio qui non seulement avait une chimie sur la patinoire, mais de ce que j'ai pu lire, avait une chimie aussi à l'extérieur. Tu sais, le départ de Tatar, je pense que ça a joué beaucoup sur la décision de Dano aussi. De quitter la gestion de son dossier aussi, le fait de ne pas le faire jouer en série, puis ça. Je pense que ça aussi, ça a joué dans le dossier. Fait que même si tu disais ouais, mais on va te mettre Hoffman à ta gauche, je sais pas. Je sais pas s'il aurait resté, mais je pense que en tout cas, je serais curieux de savoir comment il réagit présentement avec le dossier Kéké. Je serais vraiment curieux de savoir. Il est peut-être pas étonné non plus que Kéké ait signé. Il connaît plus que nous autres. Mais bref. Ouais, exact. Mais tu sais, encore là, t'es un joueur de hockey, tu te fais offrir 6 millions par année par une autre équipe. Honnêtement, je connais pas grand monde qui aurait dit non. J'aurais dit oui, tu sais, puis... J'en reviens à la bonne vieille phrase, là, ça marche encore plus dans le hockey, mais si tu cherches de la loyauté et de la fidélité, achète-toi un chien. C'est plate, mais c'est de la business, puis c'est ça. On apprécie peut-être pas le type de joueur que Kéké est, ou on aimerait qu'il soit meilleur, ou on aimerait qu'il progresse mieux. Mais reste qu'on n'aille pas la personne de Kéké. Fait que je vois pas comment, j'ai de la misère à comprendre qu'il y a du monde qui soit insulté, qui ait accepté cette offre-là, puis qui soit en sacrement après le joueur parce qu'il a signé un contrat, là, tu sais. À un moment donné, là, je veux dire, si tu restes un humain, là, tu vas offrir 6 millions, là, tu y vas, là. Moi, mon problème, c'est pas le contrat, c'est le fait que, mais comme Pascal le défend en disant que c'est peut-être une campagne de salissage ou whatever, là, mon problème, c'est juste si vraiment le gars t'est vraiment insulté de pas jouer en finale puis qu'il s'est dit « Je mérite mieux dans ma vie que le Canadien », puis tu mérites pas mieux que ça, prouve-nous que tu mérites mieux, puis... Mais moi, c'est pas le contrat, c'est si c'est vrai, ce qui circule, moi, c'est l'attitude du gars. Là. Si c'est vrai, c'est vraiment... Moi aussi, ça m'énerve le maudit. Là. Mais j'aime mieux pas me tarder à ça. Si on revient au bilan du Canadien, quelle autre chose il y a eu cet été? Savard, David Savard. Très content de cette signature-là. J'avais peur, puis pas à peu près, là, que ce gars-là signe pour 4 millions, là, puis c'est à 3,5 qu'il a signé, je pense. 3,5 par année. 0,5, 0,8, je m'en rappelle plus. Je pense que c'est 0,8. Très bon contrat. Honnêtement, j'avais vraiment peur, comme je disais, puis finalement, j'ai pas l'impression qu'ils ont overpayé pour ce défenseur-là. La seule chose que j'accroche, c'est que c'est 3,5. Ouais. On est allé voir en même temps sur Puckpedia. 4 ans, 3,5. La seule chose que j'accroche, c'est qu'on le vende comme le remplaçant de Weber. Puis en point de presse, Bergevin, c'est un peu ça qu'il a dit. Avec la perte de Weber, Savard va venir combler un trou. Il n'a pas dit Savard remplace Weber, mais c'est pas mal ça qu'il a dit. C'est ça. Savard, ça reste lui qui a fait la passe sur le but gagnant de la Coupe Stanley. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Très belle passe. Il
est plus jeune que Weber. Moi, je l'aime plus que Weber, en fait. Là. Je trouve qu'il va être meilleur que Weber sur la glace. En dehors de la glace, je ne sais pas. Là. Très content de la signature aussi, mais c'est pas lui qui va dynamiser la défensive des Canadiens de Montréal. Ça aurait été plus un gaucher rapide puis tout, là, mais je comprends sa signature. Il fallait un droitier, puis Savard représente bien les besoins du Canadien à droite, il n'y a pas de problème. Mais là, il manquerait un autre élément. Puis là, s'il signe Kéké à 6.1, mais ils ne pourront pas aller chercher. Moi, Savard, j'avais peur que ce soit au-dessus de 4 millions, mettons. Ouais. J'avais peur d'un comme 4 x 4.4, mais j'aurais vécu avec un 4 x 4. Fait que 4 x 3.5, ben, c'est bon. Ça va bien de l'allure. Retour au jeu de Jonathan Drouin. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir comment il va pouvoir fermer la gueule à certains. J'espère que ça va bien aller. Vous voyez son retour comment, sa place dans l'alignement. Vous voyez ça comment? Au centre, non, je niaise. J'espère fortement que quelqu'un qui va arriver sur la glace là, pour le premier match, qu'il y ait une ovation. Ah, il va en avoir une. Il va en avoir je veux absolument qu'il y ait ça. Il va en avoir une comme le soir où il a été à Première Étoile puis il a été interviewé par Renaud Lavoie. Il y a eu une solide ovation puis il avait remercié les partisans puis tout ça. Je suis pas mal sûr qu'il va en avoir une. T'sais, sur les réseaux sociaux, il y a des Christy de cabochons, mais le soir du match, dans l'amphithéâtre, là, il va recevoir son ovation. Je suis convaincu. Il faut. Je suis convaincu. On l'aime encore. Il était pas là, mais c'est pas grave. On l'aime encore à Montréal. Il a sa place. Il a vraiment sa place, en fait. Là. Vraiment, vraiment, vraiment sa place. Il manque un gros fabricant de jeu à Montréal. Là. C'est lui. Avec Hoffman, Toffoli, Suzuki, Caulfield, là, c'est juste des marqueurs. Là. Ils sont capables de faire des jeux. C'est pas juste des marqueurs. Mais c'est des marqueurs de but. Puis Drouin peut juste bien jouer là-dedans. Il mettait tout le temps Kotkaniemi, fait que c'est sûr que ça allait pas super bien. Oh, petite pointe. Mais, mais que tu le mettes avec Suzuki, Caulfield, oui. Mais c'est un peu soft, mettons, comme ligne. Là. Je sais pas si ça fonctionnera à long terme. Je pense que je garderais Anderson avec eux autres. Là. Mais tu sais, avec Toffoli, avec Evans Toffoli, mettons, s'il n'y a pas d'autres centres, là, ben Dvorak, puis Toffoli, il y a quelque chose à faire, sérieusement. Là, j'ai vraiment hâte de voir. Puis sur le powerplay, il va vraiment être utile aussi. Là. C'est passes transversales, il n'y a personne qui fait ça sur Suzuki. Là, fait que ça va être bon. J'espère. Max, c'est mon tour, là? Ben, je sais pas, entre deux gorgées de bière, tu voulais-tu rajouter quelque chose à propos de Joe Drew, qui va revenir au jeu? Ben, Pascal niaisait en parlant de l'essayer au centre, mais pour vrai, si Kéké part, puis si il n'y a pas de move qui est fait, je vois pas pourquoi on ne l'essayerait pas. Est-ce que ça va marcher? Probablement que non. Mais je vois pas pourquoi on ne l'essayerait pas avec le surplus d'alliés qu'il y a en ce moment puis le manque de centre. Ducharme l'a fait jouer au centre dans la JMQ. Ça avait joué au centre. Mais tu sais, il pouvait jouer ce qu'il voulait. Il aurait pu jouer gardien de but puis il aurait fait une bonne saison pareille. Bref, je trouve ça intéressant, moi, cette suggestion-là. Parce que mettons que Kéké part puis que t'as vraiment pas d'autre. Tu vas pas. Benjamin fait pas autre chose. Ouais, qu'est-ce que t'arrives? Tu ris-tu parce que j'ai de la misère à enligner deux mots? T'es fatigué, mon gars, là, ça paraît, là. Ouais, je suis brûlé. Mais non, c'est ça. Pourquoi? Tu perds pas grand-chose à l'essayer au centre dans la situation actuelle. Non. Fait que tu l'essayes, puis au pire, ça marche pas, puis tu le remets à l'aile, puis moi, j'espère qu'il va avoir une bonne saison, puis j'y crois encore vraiment. Là. Un talent de même, ça disparaît pas du jour au lendemain. Là. Mais tu sais, moi, je l'essayerai au centre. Surtout que l'an dernier, il était relativement bien parti pour sa saison, puis on se disait, enfin, tu sais, il y a du support pour Drouin en offensive. Là encore, cette année, le support est encore là, fait que je pense que ça pourrait être positif. Honnêtement, j'haïs vraiment pas la suggestion de Drouin au centre. J'haïs vraiment pas ça, pour vrai. Je pense que je vais aller regarder. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là, Matt? Let's go! Let's go! Drouin au centre! Let's go! Non, mais il va peut-être avoir une audition. Peut-être qu'il va l'avoir, l'audition, mais est-ce que ça va fonctionner? Aucune idée. Mais j'ai aucune idée. Y a-tu déjà joué au centre cet été? Écoute, de mémoire comme ça, je sais vraiment pas. Là. Ben, à Montréal, non.
la première saison à Montréal. À Tampa Bay, as-tu joué au centre? Je suis sur Instat pendant ce temps-là, je m'en vais checker. Fait que je pose la question. Si vous ne le savez pas en attendant que ça load, ben je vais avoir la réponse. Ben, je sais que l'expérience a été faite à Montréal, mais combien de temps exactement? Ouais, je suis pas sûr. Je pense que c'était vraiment plus centre, ailier gauche. Écoute, j'ai sélectionné les saisons de 2017 à 2016. À ce moment-là, il jouait-tu avec Montréal? Je pense que oui. Puis il a quand même pris plusieurs... Puis là, c'est pas un indicatif de savoir s'il joue au centre. 2016-2017 qu'il a joué avec le Lightning. Et il a quand même pris plusieurs mises au jeu, honnêtement. Même... pas avec le Lightning, plus avec Montréal. Ouais. C'est plus avec Montréal qu'il a joué au centre. Mais tu sais, en même temps, comme je dis, le fait de prendre des mises en jeu ne veut pas nécessairement dire qu'il joue au centre. Mais ça s'est déjà fait. 42, dans les 3 saisons que j'ai sélectionnées, 42% au niveau des face-offs. Non, c'est pas un bon mise en jeu heure. Preneur de mise en jeu. Mais tu sais, si tu veux le placer au centre, puis si ton plan... Parce que ça se peut que le plan à Bergevin, ce soit réellement, si Kéké part, on va s'arranger pour que Drouin soit un centre. Ça va être le plan C, probablement. Puis à ce moment-là... tu prends lui. À ce moment-là, tu t'arranges pour qu'il devienne meilleur aux mises au jeu, puis à la position de centre, évidemment. Ben, est-ce que tu peux mettre, à la limite, Drouin au centre, mais tu fais prendre les mises en jeu par Evans? Je sais pas. On brainstorm, là, tu sais. Mettons que Drouin est deuxième centre. Tu le fais jouer avec Toffoli, qui est excellent. Il est excellent dans sa zone. Il y a quand même des bons alliés défensifs avec les Canadiens de Montréal. Hoffman, oui, c'est un gars très bon sur l'avantage numérique, mais dans sa zone, c'est pas un pied de céleri non plus. Il est capable de jouer sur le piqué. Il est quand même pas mauvais dans sa zone. Hoffman, Drouin, Toffoli, ça reste une très bonne ligne selon moi. Ouais. Mais est-ce que ça va arriver? Je sais pas. Mais tu as beaucoup d'options en ce moment. Vraiment beaucoup d'options. Ça, c'est sûr qu'avec Drouin, ça va prendre des alliés responsables défensivement pour y enlever cette pression-là, effectivement. Ben oui, c'est clair. Puis tu sais, les noms... capable de boucher. C'est ça, puis les noms que tu nommes, ce qui est le fun, c'est qu'en plus d'être responsable, c'est capable de marquer des buts, puis Drouin, ça y prend ça avec. Fait que non, j'haïs vraiment pas ça, les gars, cette hypothèse-là, honnêtement. J'écrirai le texte, moi je l'écris pas. Non, c'était pas pour écrire un texte, mais tu sais, on le sait, hein, sur le podcast, on jinx tout le temps. Fait que, on a dit de quoi, là? On a dit une prédiction, ça va arriver. Il va jouer def. Ouais. Fait que, réponse rapide, question rapide, réponse rapide. Quelle note vous donnez à Marc Bergevin pour son le Summer of Bergenbin? Vous donnez quelle note à Bergevin pour cet été? Globalement, on parle du repêchage, joueur autonome et tout ce qui a suivi jusqu'en date d'aujourd'hui, donc l'offre hostile aussi et tout ça. Rapidement comme ça, j'étire ma phrase pour que vous pensiez à votre note, mais quelle note vous donnez à Bergevin? 7.4. C'est pas mauvais. Non, mais c'est pas mauvais comme note, mais honnêtement. Pourquoi pas 7.5? Non, mais moi, mettons, là, moi, je vais aller avec des lettres pour faire chier. Si, mettons, C, c'est la moyenne. Là. Je mettrais C. C, c'est la moyenne. Mettons C, là. Mettons que, peu importe. Mettons que 75. Non, on va dire en chiffres parce que vous êtes mêlés. Vous n'êtes pas bon en français. Vous n'êtes pas bon en français. Je vais y aller avec les chiffres. Mettons 75%, c'est la moyenne de la ligue. Là. Ben, je mettrais 70, mettons. Okay. Parce que tout Mailloux. Après ça, me prendre pour des caves, prendre juste des Québécois pour comme parler d'autre chose que Mailloux. Après ça, pas régler la défensive à gauche pour un gars capable de bouger à rondelle. Kotkaniemi, son dossier. Quelques bonnes signatures, Hoffman, Savard. Il a fait des bonnes signatures, mais c'est rien qui va régler le problème. Puis si ton objectif, c'est les séries, c'est pas ça qui va te permettre de t'assurer les séries. Puis encore une fois, il court 2 affaires en même temps, les prospects puis les séries. Fait que là, il va se ramasser encore au 15e rang, à repêcher au plein milieu du repêchage. Fait que donc, moi, je suis tanné de ce genre d'été-là. T'es tanné, toi, Pascal, hein? T'es tanné, mais là, ton point sur la table. Je suis tanné. En tant que fan,
T'es tanné, Pascal. Fais-toi entendre. Ouais, c'est ça. Mais comme je le disais pendant les séries, avant qu'il torche tout le monde, Bergevin, c'est funny, là, c'est pas arrivé. Là. Mais avec l'épisode Kéké, mettons que c'est pas une bonne note à son dossier, à mes yeux. Il y en a qui rient de la Caroline, mais moi, je ris de Bergevin personnellement, parce qu'en ce moment, le Canadien, il passe un peu pour des caves, là, à mes yeux. Tu sais. Moi, je trouve qu'il passe pour des caves. Fait que, selon moi, Molson ne doit pas aimer ça, cette affaire-là. Là. Fait que j'ai de moins en moins l'impression qu'il va re-signer, même si on fait la finale de la Coupe Stanley. Ils sont pas dupes, là. Ils savent que c'est une erreur de parcours. Là. Même s'ils y croyaient pis tout, tu y croyais. Price t'a sauvé encore une fois pour les 3 premières rondes. En 5e ronde. En 4e ronde, ça a été plus difficile, mais tu sais. Non, 70%. Moi, je donne 70% aussi, puis j'aurais été peut-être un peu plus sévère là, envers Bergevin si c'était pas de la signature de Hoffman et à la limite Savard, là, mais tu sais, Hoffman, côté hockey, c'est une bonne signature, je pense. Ouais. Mais tu sais, au niveau de la philosophie, tu sais, on connaît un peu l'historique du bonhomme, là, tu sais, et je trouve que le Canadien a vraiment dérogé de sa philosophie d'aller chercher des joueurs pour avoir une ambiance, tu sais, saine, c'est ça le terme que je cherchais, merci Pascal, saine pour gagner des matchs de hockey. Tu sais, là, il y a toute la saga Mailloux qui est venue mettre un peu à marde dans le fan, là, dans l'organisation. Après ça, tu t'en vas, tu sais, là, c'était le summer of the second chance. C'était Hoffman, il y a eu des affaires, tu sais, avec sa femme, puis des affaires à Ottawa, puis on va le signer, tu sais, c'est un bon joueur, puis on va lui donner une chance, il n'y a pas de trouble. On donne une autre chance à Chris Wideman, qui arrive de la KHL, qui a fait parler un peu de lui à Ottawa. Après ça, ça a l'air qu'il voulait signer D'Angelo. Moi, je croyais pas, là, mais tu sais, ça a l'air que selon le narratif de la deuxième chance, ça a l'air qu'il était intéressé. Moi, je crois pas pantoute. Puis là, il y a Mailloux en plus. Fait que là, c'est toutes des affaires que, tu sais, c'est comme évitable un peu, là, comme situation. Puis ils sont compliqués à vie. Tout ça, honnêtement, parce que Bergevin est aveuglé par la saison, par les séries, en fait, que l'équipe a eues. Puis c'est bien correct. Probablement que Montréal va encore me faire mentir, mais je dérogerai pas encore. Cette équipe-là, peut-être, ne sera pas en série l'année prochaine. Peut-être. Puis tant mieux s'ils me font mentir encore cette année. Puis là, les gens vont écouter le podcast puis vont faire « Ah, mais là, l'année passée, tu disais ça, puis gars, ils sont allés en finale. » Ben oui, ils sont allés en finale. Puis regarde, ils ont très bien joué en série. Ils ont mérité leur place en finale, mais on a vu qu'il manque encore des choses pour aspirer à une Coupe Stanley, puis c'est pas un Mike Hoffman puis un David Savard qui t'amène ça, c'est des joueurs élites. Puis des joueurs élites, ben ça se trouve dans le top 5 d'un repêchage. Puis là, présentement, ben ils sont en train de perdre un gars de leur top 5 de repêchage parce qu'ils ont été trop cabochons pour le signer plus rapidement que ça. Fait que c'est ça. Belle conclusion. Sur cette petite montée de lait envers Bergevin, on va clore notre épisode du TSLH podcast qui est de retour de vacances. On close ça avec Max qui est en muet parce qu'il a perdu son micro. On l'entend plus. Écoute, Max, ça a été un plaisir. Notre plateforme audio, visiblement, t'a censuré parce que t'as trop trashé Kéké ce soir dans le Le virus a marché. Ouais, c'est ça. On remercie beaucoup, Max, pour pour ton apport dans l'épisode, parce que présentement, il peut pas nous répondre, mais bon. C'est de la censure. Non, mais plus sérieusement, on vous remercie. Pendant notre période de vacances, on a vu que le podcast sortait pas comme du top 200 au Canada là, sur Apple Podcast, brag. Fait que on apprécie que vous ayez continué à écouter nos épisodes qui étaient sur les différentes plateformes. On n'a pas de thématique de saison vraiment. Fait que tu sais, on peut quasiment dire qu'on commence notre saison avec le podcast ce soir, mais on n'a pas de principe de saison. Mais cette année, on va beaucoup se concentrer sur les espoirs
au niveau du podcast, parce que j'ose croire, Max pourra pas me répondre parce qu'il est en muet présentement, mais j'ose croire que Max va scorer cet hiver. Donc, on va avoir... Ouais, il me fait un pouce. Yes, il va scorer. Fait que on va pouvoir se faire des belles discussions à 3 au niveau des espoirs pour le repêchage 2022. Avec Simon aussi. Avec Simon Servant aussi. On a des boys de TSLH Espoir qui risquent de se joindre à nous dans le podcast pour parler des espoirs. Puis Pascal aussi qui va recommencer ses petites capsules de Scoutcast au niveau des prospects du Canadien, au niveau de ses rapports d'observation que vous pouvez lire aussi sur le site ou sur hockey.com. Quand on va avoir une série de visionnements de fête, on va vous offrir des petites capsules audio pour au niveau des espoirs et tout ça. La saison des poules commence. Si jamais vous voulez avoir le guide de TSLH Espoir pour le repêchage, on a tout notre contenu dans le fond pour le repêchage 2020 et le repêchage 2021. Si vous voulez l'obtenir, écrivez au guide. Je vais mettre le lien dans le fond dans la description là, parce que je me rappelle, je pense que c'est guide à commercial tout sur hockey.com, l'adresse. Mais regardez dans la description de l'épisode, je vais le mettre. Écrivez-nous, vos pôles arrivent là, dans pas long. Là, fait que si vous voulez avoir du contenu pour les espoirs, nous, on l'offre gratuitement. On vous envoie ça, c'est un format PDF. Fait que, on vous remercie beaucoup. On voit encore Max qui essaie de vous dire bye-bye, mais on va, on va vous dire bye-bye pour lui. Puis on va se dire à un prochain épisode.